la TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous y rejoindre. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Commissaire Lomklassou a présenté hier mardi à New York aux États-Unis le rapport pays concernant la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Togo. Une présentation détaillée de la stratégie menée par notre pays pour parvenir aux objectifs fixés par les Nations Unies. Nous l'écouterons dans cette édition. Et puis des townships au quartier les plus aisés de Johannesburg, l'Afrique du Sud et même le monde entier ont salué ce mercredi l'héritage de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid qui aurait eu 100 ans ce juillet. Ce 18 juillet, un centenaire célébré ce jour, journée Nelson Mandela, de par le monde. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Togo prend une part active aux activités inscrites au programme du 3e Forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. À cet effet, le Togo, par la voix du Premier ministre Commissaire Lomklassou, a présenté le rapport du pays qui explique en détail les stratégies de mise en œuvre des ODD dans les politiques nationales de développement. Le plan national de développement PND, nouveau cadre référentiel de toutes les politiques de développement au Togo, a été également présenté avec ses 3 principaux axes. Les précisions avec Isidore Koubatine depuis New York. Le siège des Nations Unies à New York est dans la fièvre des présentations annuelles du rapport des États dans la mise en œuvre des ODD. Invité pour la 3e fois consécutive au forum de haut niveau, le Togo a eu l'honneur et le mérite de présenter aux yeux du monde sa méthode d'intégration des ODD dans les politiques nationales de développement ainsi que les progrès réalisés par rapport aux 6 objectifs, objets de la présente session ministérielle. Le rapport a été présenté par le Premier ministre Commissaire Lomklassou. La participation du Togo à 3 éditions successives du forum politique témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement au processus des revues nationales volontaires et de l'engagement de tous les acteurs à rendre compte de leurs actions en faveur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le Togo ayant fait un certain nombre d'exercices dans ce domaine-là, l'analyse des parties prenantes, la définition des indicateurs, tous ces éléments, n'est-ce pas, qui concourent à mettre allègrement en œuvre les objectifs de développement durable, il fallait qu'on les partage. C'est ce qui explique donc que le Togo soit encore choisi. Le seul cadre référentiel aujourd'hui au Togo qui intègre toutes les politiques nationales de développement se trouve être le plan national de développement avec comme fil conducteur l'application de méthodes intégrées. Ce plan comporte 3 axes, à savoir mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive et enfin consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Ce nouveau mécanisme a été présenté ici à New York par le chef du gouvernement qui a sollicité pour sa mise en œuvre le soutien de la communauté internationale. Au regard de l'interdépendance des 3 axes, il est aisé de constater que la motivation majeure de notre PND est de susciter à la fois une viabilité économique, sociale et environnementale. La réponse aux défis qui s'y trouvent exige d'une part une approche fortement multi-acteurs, public, privé, partenaires au développement, société civile, communauté à la base et d'autre part un financement conséquent. Fort de ces exigences, nous avons suscité dès le départ un partenariat alliant la détermination du gouvernement, l'apport des parlementaires, l'expertise du secteur privé, l'implication active de la société civile, l'adhésion de la population, en l'occurrence des jeunes et des femmes, puis la confiance et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. D'ailleurs,
Ce caractère collégial se reflète bien dans la délégation qui nous a accompagnés à ce forum. Pour financer le PND, le Togo compte d'abord sur la mobilisation rationnelle de ses propres ressources, ceci à travers des réformes relatives à l'assainissement du cadre macroéconomique, à l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et à la lutte contre la corruption. Ensuite, nous comptons aussi sur le secteur privé et enfin sur les institutions financières et les partenaires en développement. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République et du gouvernement, je lance un appel à la communauté internationale pour un accompagnement soutenu, gage de la réussite de notre PND à l'horizon 2030. Ce même appel du chef du gouvernement a été lancé en faveur du financement de la nouvelle stratégie d'électrification au Togo. Selon le Premier ministre, l'électrification du Togo doit se faire davantage à partir des énergies propres, par respect pour l'environnement, mais aussi en raison des coûts abordables. S'il est admis que l'eau, c'est la vie, aujourd'hui, on doit dire que l'énergie est la composante basique de l'essor économique. Pour ce faire, le secteur de l'énergie fait l'objet d'une attention particulière à travers une politique énergétique cohérente et réaliste. C'est dans cette optique que le président Faure, en prenant part au premier sommet de l'Alliance solaire internationale tenu en mars 2018 en Inde, a réaffirmé l'engagement du Togo à parvenir à son objectif de l'accès universel à des services énergétiques d'ici à 2030. Plusieurs projets sont initiés à cet effet. L'exemple patent de CISO, en langue locale qui signifie allumer, démarré en 2017, a permis de fournir l'électricité à 2500 foyers, soit environ à 16 000 personnes en 6 mois de déploiement sur le terrain. Mieux, un nouveau projet tout aussi ambitieux et fondamental, celui de la stratégie d'électrification du Togo, vient d'être lancé le 27 juin dernier, avec dans la foulée une table ronde des investisseurs privés. Basée sur une bonne combinaison qui intègre à la fois la promotion des énergies renouvelables, les mini-centrales, la connexion au réseau conventionnel et les kits solaires individuels, la nouvelle stratégie veut s'appuyer sur le partenariat public-privé. Notre conviction est que l'électrification du Togo doit se faire davantage à partir des énergies propres pour des raisons de préservation de l'environnement, mais aussi de coûts abordables. Dès lors, la nouvelle stratégie comporte 3 étapes, chacune assortie d'un objectif cible. La première étape, celle de l'engagement, doit nous permettre de relever le taux actuel de 37% à 50% d'ici à 2020. La deuxième étape, qui est la phase de l'accélération, va faire passer le taux de 50% à 75% d'ici à 2025. Enfin, la troisième étape, celle de la consolidation, doit conduire à l'objectif des 100% d'accès en 2030. Le Premier ministre s'est félicité de la confiance du Conseil économique et social des Nations Unies au Togo, ce qui a permis au pays de présenter une 3e fois son rapport de mise en œuvre des ODD. Une confiance qui pousse les plus hautes autorités du pays à s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la gouvernance économique, sociale et institutionnelle. Et en séjour à New York, dans le cadre justement de ce forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des ODD, le chef du gouvernement a eu un entretien avec Madame Rachel Kitt, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'énergie durable pour tous. Les discussions ont porté sur la nouvelle stratégie d'électrification du Togo. Quel pourrait être alors le soutien des Nations Unies dans la mise en œuvre effective de ce projet? Nous écoutons Madame Kitt nous en dire plus, toujours au micro de Isidore Koubati. C'était un jour important parce que Togo a présenté ce rapport sur les Sustainable Development Goals. C'était bien fait et hier nous avons une réunion où Togo peut expliquer comment Togo a traduit les goals en action en Togo. Nous avons parlé sur le thème de énergie durable et nous avons discuté
toutes les options et toutes les possibilités pour accélérer le progrès sur l'énergie durable. Et c'était une bonne réunion. Merci. L'une des composantes justement de ces ODD, Objectifs de développement durable, est la lutte contre la pauvreté. Et cette action est en pôle position dans les différents projets du gouvernement togolais. L'une de ces actions ou stratégies est le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Une idée du chef de l'État, soucieux de voir les couches les plus vulnérables du pays bénéficier des services de base. Et c'est d'ailleurs cette volonté qui a traduit donc la visite de chantier de construction du futur marché de Bafilo par le président de la République. Et c'était le week-end dernier. Une demande des populations elles-mêmes et qui se matérialise. Et dans le Grand Lomé également, les besoins des populations ont été résolus, comme nous le fait découvrir Lucassi dans le dossier qui suit. En l'espace de quelques mois, les populations de plusieurs localités du Togo ont vu leur quotidien changer grâce au projet d'urgence de développement communautaire PUDC. Une initiative portée par le gouvernement et lancée par le chef de l'État en juin 2016 pour améliorer davantage les conditions et cadres de vie des communautés vulnérables. 2 ans après le démarrage effectif de ce projet, du chemin a été fait avec des réalisations qui impactent positivement aujourd'hui le vécu des populations. C'est l'exemple de ce bloc de latrines et de ce forage construit dans le canton de Baguida. Des gens déféquaient en désordre partout. Il n'y a pas un WC adéquat. On vient d'avoir un joyau qui va nous aider à assainir, à mettre notre quartier propre en termes de défécation en désordre. Là. Il faudra nous sera utile dans la mesure que ça va alimenter le WC. Nous sommes très contents de ça parce que chaque fois on a besoin des WC publics. Parce que dans nos localités, les gens ont construit leur maison sans WC. Puis ça nous gêne. Partout où vous allez passer au couloir, vous allez voir les caca, tout ça là. Et ça salit le village. À quelques enclavures de là, les quartiers d'Akore Sewakbonou et d'Atiegou. Le premier a bénéficié d'un bloc de latrine et le second des hangars de marché, d'un bloc de latrine également et d'un forage. Des réalisations qui répondent aux besoins exprimés par ces populations à la base. Nous sommes très contents à Atiegou parce que par la grâce de Dieu, Anadeb est venu et à travers le PUDC, nous avons eu ces infrastructures. Donc nous sommes aujourd'hui à l'abri de la pluie, du soleil et nous savons que ça va nous aider beaucoup et notre chiffre d'affaires aussi va augmenter parce qu'aujourd'hui nous avons un marché moderne, ce n'est plus comme avant. Bon, le forage c'est pour alimenter le bloc sanitaire. Le magasin c'est pour emmagasiner les céréales et les hangars c'est pour installer nos marchandises. À l'extrême sud de la ville de Lomé se situe le quartier d'Adidogomé. Le marché de la localité est animé chaque jour par les femmes et hommes du quartier. Et là, le projet a permis de leur construire des hangars et un magasin de stockage. On le prend de bon goût. Ça peut nous aider, ça peut nous soulager un peu. Parce qu'au moins celles qui n'en ont pas peuvent prendre aussi. On est très content de ces réalisations. C'est des infrastructures auxquelles on ne s'attendait pas. Elles vont nous soulager dans nos activités commerciales quotidiennes. Si l'un d'entre nous achète ces marchandises, il pourra les stocker au magasin et les vendre à petits prix. Toutes ces réalisations font suite au cadre de partenariat signé entre le ministère en charge du développement à la base et le PNUD autour du développement des infrastructures et équipements socio-économiques de base et du renforcement des capacités institutionnelles des acteurs. En tant que structure technique de mise en œuvre de la politique nationale du développement à la base, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB assure la réalisation de ces infrastructures. Il est question d'accompagner la mise en place des infrastructures dans un certain nombre de communautés. À Lomé, dans le Grand Lomé, où nous avons 15 communautés qui étaient bénéficiaires, et il était question pour l'agence d'accompagner les acteurs bénéficiaires de ces ouvrages-là à s'approprier leur développement. Et ceci par le truchement de la bonne gestion de ces ouvrages. Donc il était question pour l'Agence nationale d'appui au développement à la base de renforcer les capacités des bénéficiaires
de ces ouvrages, à mieux gérer leur développement, à mieux pérenniser ces ouvrages à travers un bon entretien et à travers la mise en place des mécanismes pour une meilleure valorisation. Le Grand Lomé compte donc une quinzaine de réalisations d'infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes, femmes et des communautés, d'autant plus que le PUDC touche les milieux périurbains et les milieux ruraux. Secrétaires généraux des ministères, responsables de programmes des institutions de la République, ils sont au total une cinquantaine en concertation depuis ce matin à Notier. En toile de fond, l'appropriation du plan national de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel EPU et des organes de traité sur les 3 prochaines années. Le point avec Ekwe Salah. Le Togo traduit dans la réalité les 167 recommandations acceptées sur 195 formulées à l'issue du deuxième cycle de son examen périodique universel EPU présenté en octobre 2016. À ces assises, les secrétaires généraux des ministères responsables du programme des institutions publiques s'approprient le programme d'action nationale de mise en œuvre de ces recommandations et des organes de traité sur la période 2018-2021. Il faut d'abord saluer les avancées significatives qui ont été faites ces dernières années par le Togo, qui depuis 2016 déjà présente son rapport à l'examen universel. L'atelier d'aujourd'hui est extrêmement important parce que c'est un atelier d'appropriation du plan d'action pour la mise en œuvre de l'EPU et cela nous permettra également d'avoir une meilleure compréhension par tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de l'EPU, de mieux encore travailler pour que le Togo réalise les objectifs, en tout cas les recommandations qui ont été faites à l'issue du dernier rapport. Ces acteurs vont réfléchir ici sur le contenu du plan national de l'EPU à l'horizon 2021, ses mécanismes et ses ambitions. Les échanges devront leur permettre à terme de maîtriser le processus de suivi et de collecte des données à mettre à la disposition des points focaux en vue d'aider le pays à honorer ses engagements en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Le but visé par cet atelier est donc de parvenir à une appropriation du plan d'action national par l'ensemble des acteurs ici présents, tous au cœur de l'action de vos ministères et institutions respectives, tout en insistant sur le caractère transversal des droits de l'homme. Car c'est de l'ensemble des efforts réalisés au niveau des secteurs que sortiront les résultats globaux de la mise en œuvre du plan d'action national et c'est ainsi que nous contribuons tous à la poursuite de l'amélioration des droits de l'homme dans notre pays. À l'issue de l'adoption du rapport final du deuxième cycle de l'EPU du Togo en mars 2017, 3 ateliers de restitution ont été organisés sur l'ensemble du territoire national. La rencontre de ce jour fait suite aux travaux techniques qui ont permis de valider ce plan d'action de mise en œuvre de l'EPU et des organes de traité. Parlons toujours des droits humains, le Conseil supérieur de la magistrature a conçu des guides sur l'éthique et la déontologie du magistrat et celui des droits et obligations du justiciable. Des documents objets de sensibilisation et de vulgarisation pour amener les différents acteurs à changer de mentalité et favoriser une meilleure administration de la justice. La tournée est allée à la première étape dans la région des Savanes. Sur place, la correspondance de Désiré à l'œil. Le Togo, depuis quelques années, s'est lancé sur la voie de modernisation de sa justice. Œuvrer pour que le droit soit dit et accessible à tous, entre autres. Les juges, les magistrats et les justiciables, premiers acteurs, chacun appelé à s'atteler, à collaborer pour rendre justice. Il faut donc combattre certains maux, lenteur, corruption, marchandage. La solution aux causes doit venir des acteurs eux-mêmes. La sensibilisation et l'éducation des moyens pour se recadrer. Le Conseil supérieur de la magistrature en tournée première étape, région des Savanes, pour expliquer aux populations le contenu de 2 guides, l'éthique et la déontologie des magistrats, qui rappellent les règles à respecter, et les droits et obligations des justiciables. Des documents conçus pour amener les uns et les autres à changer de mentalité afin de favoriser une bonne administration de la justice. Nous avons considéré que la justice ne peut être bâtie qu'en étant ensemble
les juges seuls ne peuvent pas bâtir une justice qui donne satisfaction aux populations. C'est en cela que nous avons jugé bon d'élaborer le guide. Et ces documents, c'est bon de les élaborer, mais il faut les divulguer, les mettre à la disposition des populations pour que dans leur rapport avec les juges, les citoyens, les citoyennes puissent savoir à quoi s'en tenir pour bien jouir de leurs droits, mais aussi bien accomplir leurs devoirs pour que l'administration de la justice puisse donner satisfaction à nous tous, puisque la justice est facteur de paix, la justice est facteur de développement. Les guides visent à moraliser les acteurs et assainir la justice, une démarche appréciée par les populations. Ces informations-là, on ne les avait pas tellement. Et je crois que ce que nous venons de vivre ce matin nous permet de nous repositionner pour l'avenir. Alors là, je m'en vais dire que nous sommes contents d'être Togolais dans la mesure où notre pays avance à grands pas en matière de démocratie et surtout de respect des droits de l'homme. Nous sommes très fiers de ça. C'est en somme une vulgarisation des guides conçus. Les respecter fera évoluer la justice en développant des valeurs éthiques et de déontologie dans l'exercice quotidien de la fonction judiciaire. Ces documents distribués permettront de disséminer le contenu et amener chaque acteur à se cadrer, ce qui contribuera à aller vers la culture du respect de la loi. L'actualité hors du Togo, ravagée par des décennies de guerre, la Somalie connaît l'un des taux d'alphabétisation les plus bas au monde. Les gouvernements successifs occupés à gérer crise politique et menaces terroristes ont délaissé le champ de l'éducation. Aujourd'hui, les populations qui ont fui leur région et vivent dans les camps de déplacés ne sont pas en mesure d'offrir l'école à leurs enfants. Mais des initiatives citoyennes voient le jour, comme ces étudiants qui jouent les enseignants dans les camps de réfugiés. Rachel Aouko. Depuis quelques mois, ces enfants retournent enfin à l'école. Cela fait plusieurs années qu'ils vivent avec leur famille dans des camps de déplacés où tout manque. De jeunes étudiants bénévoles de Mogadiscio viennent leur donner des cours sous des abris de fortune, parfois simplement sous un arbre. Au début, nous ne pouvions même pas les nourrir, mais au moins, nous pouvions leur donner un enseignement pour en faire une génération éduquée. Les volontaires donnent des cours à près de 600 élèves âgés de 6 à 15 ans dans 4 camps de réfugiés situés à proximité de la capitale. Une opportunité pour ces enfants qui rêvent d'un avenir meilleur que celui de leurs parents. J'aime étudier dans cette école. Et plus tard, je veux être infirmière pour aider les gens dans les hôpitaux. Sans ressources, les familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Les cours donnés par les jeunes volontaires permettent une alternative aux écoles coraniques qui sont les seules à prodiguer un enseignement gratuit. Ces volontaires donnent des cours à plusieurs de mes enfants parce que je ne peux pas payer les frais de scolarité. Avant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que 2 de mes fils aillent à l'école. Ça représentait $20 par mois chacun. J'ai d'autres enfants et je ne peux pas payer leur scolarité. Des décennies de guerre civile et de famine ont conduit des centaines de milliers de Somaliens à fuir leur foyer et à s'installer dans ces camps oubliés de toute aide gouvernementale. Selon une ONG internationale, il serait plus de 800 000 dans ce cas. Et en bref, quelques jours avant l'ouverture de la conférence internationale sur le sida à Amsterdam, l'ONU-SIDA vient de présenter ce mercredi son rapport annuel sur l'état mondial de la pandémie. L'organisation onusienne tire la sonnette d'alarme. Les services de prévention sont en crise, les financements se réduisent et une certaine indifférence à la lutte contre le sida s'installe. C'est ce qu'on retient donc de ce rapport annuel de l'ONU-SIDA. Et en Afrique du Sud, il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Décédé en 2013, Nelson Mandela reste une icône mondiale pour sa lutte
contre le régime de l'apartheid et pour son message de paix et de réconciliation après sa libération, après 27 ans passés en prison. La mémoire de Nelson Mandela est honorée ce 18 juillet par toute l'Afrique et par de grandes figures. Barack Obama en tête, qui a fait le déplacement de l'Afrique du Sud. Nathalie Panigué. Barack Obama! À Johannesburg, le point d'orgue des célébrations du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013, a été le discours très attendu de Barack Obama. Mardi, l'ancien président américain a salué la mémoire de ce géant de l'histoire qu'est Madiba. Sur le podium, la dernière épouse de ce héros de la lutte anti-apartheid, Gracia Machel, a déclaré que Mandela et Obama sont les symboles de la victoire sur l'adversité. Mais Mandela croyait, comme je crois, que vous pouvez être fier de votre héritage sans dénigrer ceux d'un héritage différent. En fait, vous déshonorez votre héritage. Cela me ferait penser que vous êtes un peu incertain au sujet de votre patrimoine si vous devez rabaisser le patrimoine de quelqu'un d'autre. Visiblement, l'ancien président américain, dans son discours d'hommage, rappelle l'importance du respect des différentes cultures et de l'humanité. Nous pouvons faire respecter la loi tout en respectant l'humanité essentielle de ceux qui luttent pour une vie meilleure. Pour une mère avec un enfant dans les bras, nous pouvons reconnaître qu'il pourrait s'agir d'un membre de notre famille. Ça pourrait être mon enfant. Après 27 ans dans les geôles du régime raciste blanc, Nelson Mandela a été élu à la présidence en 1994, poste qu'il a conservé jusqu'en 1999. Barack Obama a, lui, occupé la fonction suprême aux États-Unis de 2009 à 2017. Les deux hommes partagent alors un destin en commun qui les a fait entrer dans l'histoire. Ils sont devenus les premiers présidents noirs de leur pays. Et depuis novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclarait le 18 juillet journée internationale Nelson Mandela, Mandela's Day. Cette année 2018 coïncide aussi avec le 100e anniversaire de cette icône. Et à Lomé, elle a été marquée, cette célébration a été marquée par une conférence débat suivie de la projection d'un film dénommé Invictus, une rencontre organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Le compte rendu avec Sergine Raimondo, Viviane Moussouvi et Sonia Aminipo. Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, célébré ce 18 juillet dans le monde. Premier président noir d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Madiba a consacré sa vie à la réconciliation des fils et filles de son pays. Une bataille qui a fait de lui une icône de l'Afrique. Cette journée vient alors pour honorer sa mémoire avec la célébration de ses 100 ans, 5 ans après sa mort en 2013. Je pense que le monde entier a connu Nelson Mandela et a suivi son œuvre. Le message qui est véhiculé à travers la célébration de la journée internationale Nelson Mandela, c'est un message de paix, un message de tolérance, un message d'intégrité, de dignité de la personne. Que les jeunes retiennent, surtout les jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de nos nations et à travers eux, ce message pourra être diffusé aux populations. Cette journée est une rencontre d'information et d'échange pour promouvoir et réfléchir sur la vie et l'héritage de Nelson Mandela. Un film intitulé Invictus a permis au public de revivre les souvenirs de cet homme. Dans ce film, il était question de l'accession de Nelson Mandela au pouvoir et comment à travers le sport, il a su réunir tous les Sud-Africains. Si j'ai quelque chose vraiment à envier à Nelson Mandela aujourd'hui, ça serait son humilité. Après 27 ans derrière les barreaux, il est libéré en 1990 pour continuer la lutte, celle de libérer et de réconcilier les Sud-Africains. Ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix pour la lutte contre l'apartheid en 1993. Né le 18 juillet 1918, il est décédé en 2013.
Adaptant, les artistes et promoteurs culturels de la région des Savanes ont eu une séance de travail avec le ministère en charge de la culture. Une tournée pour leur présenter la feuille de route gestion 2018 du Fonds d'aide à la culture FAC et les édifier par la même occasion sur les innovations apportées dans les projets à réaliser pour le développement culturel dans notre pays. Les précisions avec Désiré à l'œil. Le Fonds d'aide à la culture FAC continue d'apporter aux artistes et promoteurs culturels des canaux d'émergence, notamment la visibilité, un facteur très important. Le FAC, une initiative du gouvernement pour accompagner les artistes dans la perfection de leur œuvre, un bien touristique, source de richesse, que chaque peuple doit entretenir pour les générations à venir. Le ministère en charge de la culture qui pilote le projet FAC en tournée pour présenter aux artistes et promoteurs culturels une nouvelle feuille de route et les innovations dans le projet. L'appel à projet a été déjà édité depuis plus d'une semaine, c'est-à-dire le 3 juillet passé. Les innovations par rapport à la dernière édition qui remonte à 2016 concernent premièrement la durée de vie qu'un projet financé par le FAC peut avoir. Cette fois-ci, c'est précisé que le projet financé par le FAC ne doit pas avoir une durée excédant 24 mois. L'autre innovation, c'est que les maisons d'édition, au niveau des œuvres musicales, des œuvres littéraires et de la production cinématographique et audiovisuelle, eh bien, c'est les artistes et les maisons d'édition, pour ceux qui voudraient voir leur album édité ou leur manuscrit littéraire édité ou leur synopsis de film porté à l'écran, eh bien, ces demandes-là doivent être co-présentées par la maison d'édition qu'eux-mêmes ils auront librement indexé, installé au Togo, avec les artistes qui sont des auteurs de ces œuvres-là. Les fonctionnaires qui sont en service au ministère chargé de la culture, vous conviendrez avec moi que pour des raisons d'équité, il va falloir quand même pour ce début qu'ils ne candidatent pas et qu'ils s'occupent de l'expertise et de l'accompagnement à apporter aux artistes pour que les projets soient efficacement et de façon efficiente mis en œuvre au bénéfice de la culture par nos communautés. La gestion du FAC se fait dans la rigueur, la transparence et l'équité, dans l'intérêt des artistes. Rendre plus visible leur œuvre, une préoccupation du gouvernement. Le FAC, en 5 ans d'existence, a financé 657 projets de promotion culturelle pour un coût global de 1 316 139 000 francs CFA. Restons toujours dans les Savanes où ont été officiellement lancées donc les activités dans le cadre de la 4e conférence panafricaine du renouveau charismatique de l'Église catholique. Une rencontre qui se tiendra en août prochain. Nous retrouvons sur place Désiré à l'œil. Messe spéciale à la cathédrale Saint-Charles-Luanga de Dapaon, une rencontre pieuse pour lancer le 4e congrès panafricain du renouveau charismatique qu'organise le Togo en août prochain. Le noyau du renouveau et la conférence des évêques du Togo veulent placer la rencontre dans les mains de Dieu créateur. La conférence s'attardera sur les enseignements, la formation pour corriger les manquements et avoir une nouvelle vision née de l'Esprit Saint dans les groupes de base. Notre pays, le Togo, accueille du 6 au 12 août prochain le congrès panafricain du renouveau charismatique, où tous les pays africains, francophones, anglophones et lusophones vont se retrouver dans notre pays pour, pendant une semaine, prier, écouter des enseignements, partager sur la vie du renouveau dans leur pays. Alors, pour permettre à tout le peuple togolais d'être au courant de cet événement et aussi de prier ensemble pour cet événement, nous avons organisé une caravane qui démarre ce jour à Dapaon. Cette caravane va parcourir tous les diocèses de notre pays, le Togo, et dans chaque diocèse, elle marquera un arrêt de 3 jours. Et pendant ces 3 jours, ce diocèse aura à prier pour notre pays qui accueille l'événement, mais à prier également pour que l'événement soit fécond. À la rencontre de Lomé, 4e après Kampala 2014, les participants qui viendront de toute l'Afrique vont plancher sur le thème « Le Seigneur promet de répandre son esprit en nous pour que nous puissions avoir une nouvelle vie ».
Il est urgent pour le renouveau charismatique d'œuvrer à la construction de la paix en Afrique en redynamisant les groupes, les partages d'expériences, de témoignages suivis des recommandations pour les 4 prochaines années. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique porte à la connaissance du public que la liste des admis est par ordre de mérite au concours d'entrée de la promotion 17-2018-2020 de l'IRES-RDEC qui s'est déroulée les 16 et 17 avril 2018 est disponible et à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le 28 juillet prochain sera projeté à l'hôtel Edaouba un nouveau film togolais. Son titre, Dimitri Assevagan. Et ce mercredi, c'était l'avant-première de ce film, donc en présence des journalistes et de plusieurs cinéastes et responsables en charge de la promotion du cinéma togolais. Et c'est un film qui bénéficie justement de l'appui du Fonds d'aide à la culture FAC. Des précisions avec Dodo Ouari. Dimitri Assevagan, un nouveau film qui s'ajoute à l'art cinématographique togolais. C'est une comédie dramatique qui relate la souffrance d'un jeune garçon victime de violences familiales. Un long métrage de 115 minutes inspiré des faits de la société. C'est l'histoire d'un enfant qui a quitté Lomé parce qu'il a perdu son père pour continuer ses études chez son oncle à Assevagan. Et bien là, il s'est fait qu'il a été confronté à plusieurs traitements, à des violences que l'oncle lui infligeait, pas forcément par méchanceté, mais par ignorance des règles d'éducation. L'aspect dramatique de ce film permet de cerner un message qui met en relief la violence faite sur les enfants. L'auteur veut ainsi attirer l'attention de toutes les couches sociales sur ce dangereux fait sociétal qui remet en cause les efforts des pouvoirs publics et des institutions en matière de protection et de promotion du droit des enfants. C'est un film qui fait un clin d'œil aux conditions de vie des enfants qui ont coutume de vivre au village, soit chez leurs parents, soit chez un oncle, et qui malheureusement subissent des traitements pas attendus. Ça parle de la violence faite aux enfants. Il y a eu plein de faits réels, des histoires vécues directement ou indirectement, et je ne serais pas surpris qu'après la projection, des gens se retrouvent dans ce film. La présence des jeunes et anciens acteurs dans ce film témoigne la volonté de l'auteur à promouvoir l'intergénération afin de hisser le cinéma togolais à un niveau professionnel et surtout au-delà des frontières. La Banque mondiale appuie le Togo dans la réalisation des projets d'infrastructure et de développement urbain. Et 16 milliards de francs CFA viennent justement d'être décaissés par la banque pour soutenir le développement inclusif et durable du Togo. Les précisions avec Joseph Amiga. La Banque mondiale vient une fois encore de démontrer sa volonté d'accompagner le Togo dans son irréversible développement inclusif. Pour soutenir les autorités togolaises dans leur engagement à relever les défis du développement urbain, la Banque mondiale vient d'approuver le décaissement d'une enveloppe de 30 millions de dollars, soit plus de 16 milliards de francs CFA en faveur du Togo. Ce financement de l'IDA, d'une part, est destiné au projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Il permettra de rénover, de réhabiliter et d'améliorer les infrastructures dans les quartiers mal desservis de 3 villes, Lomé, Kara, Dapawan. D'autre part, une partie des fonds servira à renforcer les capacités institutionnelles de 7 villes les plus peuplées du pays, Tapamé, Dapawan, Lomé, Kara, Balimé, Sokodé et Kévié, notamment grâce à une assistance technique et à des formations visant à assurer une gestion durable du développement urbain. Environ 2,3 millions de personnes vont bénéficier de cette initiative qui appelle à réduire les lacunes dans la prestation des services publics dans les villes concernées. Selon l'institution de Bretton Woods, les chantiers au titre du PIDU pourraient inclure l'amélioration des réseaux routiers,
et des espaces publics, des points d'accès à l'eau potable, des systèmes d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que de petites infrastructures économiques et sociales de base, telles que les marchés, écoles et établissements de santé, et notamment le PIDU est en ligne avec le nouveau cadre de partenariat du groupe de la Banque mondiale avec le Togo courant la période 2017-2020. Ce partenariat ambitionne de mettre le pays sur la voie d'une croissance plus inclusive et durable, portée par le secteur privé et les investissements publics plus efficaces. Et voilà, c'est sur cette nouvelle aide de la Banque mondiale au Togo que se referme cette édition. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, notamment du côté de l'Olomé, dans les lacs. Au revoir.